Scène 1. L'animateur est assis dans un fauteuil en cuir, un vieux globe terrestre d'un côté, un tableau noir de l'autre. Il manipule une petite flèche en bois. L'animateur. Vous savez, chaque fois que je me penche sur un problème de physique, je me pose toujours la même question. Où pointe la flèche? Et je ne parle pas de la flèche sur une carte de randonnée. Je parle de la flèche du temps, celle du changement. Il casse un œuf dans un bol de verre. Le bruit résonne. La nature a une règle très étrange, une règle qui ne nous plaît pas forcément. On peut battre un œuf pour en faire une omelette, mais on ne pourra jamais transformer l'omelette en un œuf entier. On peut renverser du vin sur un tapis, mais la tache ne remontera jamais d'elle-même dans le verre. Les choses ont une direction, un flux. Et si vous essayez de nager contre ce courant, il y a un prix à payer. Ce prix, c'est l'énergie. C'est le passage inéluctable de l'ordre vers le désordre. Scène 2. Changement de rythme. Des images d'archives de SpaceX et de la NASA défilent. Des dômes sur Mars, des colons souriants. L'animateur. Souvent on me demande « Richard, qu'est-ce que tu penses du voyage vers Mars ?» On me montre ces photos magnifiques de fusées argentées, de gens qui font pousser des pommes de terre dans une terre rouge. Ça ressemble à la plus grande aventure de l'humanité. On a marché sur la Lune, alors Mars, c'est l'étape logique, non? C'est là que je dois vous arrêter. Attendez une minute. Vous réfléchissez comme des géographes. Vous voyez la distance comme des kilomètres, comme du vide qu'il suffit de traverser. Mais en physique, la distance n'est pas juste de l'espace. C'est une relation entre des forces. Et quand on regarde les forces nécessaires pour aller sur Mars, et surtout celles pour en revenir, on découvre quelque chose d'effrayant. Ce n'est pas une étape, c'est un piège. Et je ne parle pas d'un film de science-fiction avec des monstres cachés sous le sable. Je vous dis que les lois de la thermodynamique et de la biologie ont conspiré pour faire de ce voyage un aller simple. Pas parce que la fusée va casser, mais parce que c'est vous qui allez casser. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la nouvelle frontière. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Mars ne veut pas de vous. Scène 3. L'animateur se lève et s'approche du tableau noir. Il dessine un petit cercle parfait et à côté, une forme dentelée et agressive. Parlons du premier piège, celui qui vous attend dès que vous posez le pied sur le sol rouge, la poussière. Vous vous dites sûrement « Richard, c'est juste de la saleté. On a de la poussière sur Terre, on a des tempêtes de sable au Sahara, et on s'en sort très bien avec un balai et un aspirateur. Où est le problème ? » Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un grain de sable terrestre. C'est une histoire violente, mais qui finit en douceur. Sur Terre, nous avons de l'eau, de la pluie, des océans. Pendant des milliards d'années, chaque grain de sable a été brassé, lavé, roulé par les vagues. Imaginez un morceau de verre tranchant que vous mettriez dans un tambour de polissage pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui en ressort? Une bille lisse, ronde, douce. La poussière terrestre est une poussière amie. Mais Mars est un monde mort, et il est mort depuis très très longtemps. Il pointe la forme dentelée au tableau. Il n'y a pas de pluie, pas de rivière. La seule chose qui arrive aux roches sur Mars, c'est qu'elles se font percuter. Par des météorites, grandes et petites. Depuis 4 milliards d'années, des pierres s'écrasent sur d'autres pierres. Si vous regardez un grain de poussière martienne au microscope, vous ne verrez pas une bille. Vous verrez un éclat de verre, un poignard. Ces arêtes sont si tranchantes qu'elles n'ont parfois qu'une molécule d'épaisseur. Ce n'est pas de la poussière, c'est du verre brisé microscopique. Scène 4. Il prend un aimant et attire des limailles de fer de l'Umars. C'est du pribion du moment son peu très exemple. C'est Junir improprofère, mais Mars en premièrement. Ce qui vous vire mage de Mars en comprite. Scène 4. Il prend près de milliards d'années, c'est du verre brisé. Il prend des milliards d'années. C'est tout sans peu plus 1000. Il prend des milliards d'années pour ne plus tabler, ce trait plus du gris 20 ans, c'est ceci tément, est un problème neuf vers de Mars. Scène 4. Il prend un aimant et attire des limailles de fer. L'animateur. Et c'est là que la physique devient vicieuse. Mars est incroyablement sèche. Il n'y a aucune humidité pour dissiper l'électricité. Ces petits éclats de verre se chargent électrostatiquement. Ils se comportent comme des aimants.
Maintenant, imaginez, vous posez votre vaisseau. Pour rentrer, vous devez fabriquer votre carburant sur place, parce qu'emporter le plein pour le retour nécessiterait une fusée de la taille de l'Empire State Building. Vous devez pomper de la glace, aspirer du CO2, faire tourner des compresseurs. Vous avez besoin de joints d'étanchéité, de roulements à billes. Mais la poussière martienne s'en fiche de vos plans. Elle flotte. Elle colle à vos panneaux solaires, à votre combinaison, et surtout, elle s'infiltre dans vos machines. Comme elle est plus dure que l'acier et plus tranchante qu'une lame de rasoir, elle ponce littéralement le métal. Elle déchiquette vos joints en caoutchouc. Et vous ne pouvez pas l'essuyer. Si vous frottez, vous la faites pénétrer plus profondément, car elle est magnétique. Vous êtes le plus grand ingénieur de l'histoire. Vous avez construit une usine magnifique sur une autre planète. Mais elle se dévore elle-même. Les engrenages se grippent, les valves fuient. La physique, la friction et les forces électrostatiques combattent votre survie. Votre ticket de retour est déjà en train de tomber en ruine. Scène 5. L'animateur s'assoit sur le bord de son bureau, l'air pensif. Mais soyons optimistes. J'aime être optimiste. Admettons que vous ayez résolu le problème de la poussière. Supposons que vous ayez inventé un matériau magique que le ver martien ne peut pas rayer. Vous avez fabriqué votre carburant. Votre réservoir est plein. Vous êtes prêt au départ. C'est là qu'il faut regarder le deuxième piège. Et celui-là ne concerne pas la machine. Il concerne la chair. Il parle de vous. Nous devons parler des radiations. Quand les gens entendent ce mot, ils imaginent souvent une bave verte, phosphorescente ou une bombe atomique. Mais la réalité est beaucoup plus simple et bien plus sinistre. Les radiations, ce sont juste des petits projectiles, des particules minuscules, protons, noyaux d'hélium, qui voyagent presque à la vitesse de la lumière. Sur Terre, nous sommes des enfants gâtés. Nous avons une chance inouïe. Nous possédons 2 boucliers. Il y a le champ magnétique, qui dévie ses projectiles vers les pôles pour créer des aurores boréales. Et il y a l'atmosphère, cette épaisse et merveilleuse couverture d'air. Le temps qu'un rayon cosmique vous atteigne ici, il a percuté tellement de molécules d'air qu'il est fatigué. Il est faible, inoffensif. Mais entre la Terre et Mars, il n'y a rien. C'est un stand de tir à ciel ouvert. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. « 6. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. Il les parie dur et le petite balle. Il prend d'une petite balle et la lance violemment contre le tableau. Mais entre la terre et le moindre les désins, il n'y a rien. C'est un stand de tir à ciel ouvert. Il a percuté tellement de molécules d'air qu'il est fatigué. Il est rien, inoffensif. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. Il prend une petite balle. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. Il se fend des potisses, inoffensif. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. Il se rend de face. Il prend des 2 mètres vectus, les aurores boréales. Scène 6. Il prend une petite balle. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. Il prend une petite balle et la lance violemment contre le tableau. C'est un stand de tir à ciel ouvert. Il nous ventre des humblements ou courriers. Vous êtes fait d'atomes, d'hydrogène, de carbone, d'oxygène. Ces atomes sont maintenus ensemble par des électrons. C'est la colle de votre corps. Quand un rayon cosmique traverse votre vaisseau, il ignore les parois. Il traverse votre peau et percute vos atomes. Il éjecte les électrons. C'est comme lancer une boule de bowling au milieu d'un château de cartes. La structure s'effondre. C'est ce qu'on appelle l'ionisation. Votre corps est une machine à miracles.
Il a ses propres équipes de réparation. Des protéines courent partout dans vos cellules pour recoller l'ADN brisé. Mais pendant le voyage vers Mars, les dégâts arrivent trop vite. C'est comme essayer de réparer un toit en plein ouragan. Les ouvriers font des erreurs. Ils recollent les mauvais morceaux. Et là, c'est le cancer. Mais le plus effrayant, c'est ce qui arrive avant le cancer. Vos neurones. Ils ne se remplacent pas. Chaque rayon lourd laisse une trace de tissu mort dans votre cerveau. Pendant le vol, votre esprit se fait littéralement cribler de trous, comme un fromage de gruyère. Vous oubliez, vous confondez les boutons. Et vos reins, leurs filtres microscopiques se cicatrisent et durcissent sous l'impact. Vous ne mourrez pas parce que le vaisseau a échoué. Vous mourrez parce que la physique du cosmos a mis votre machinerie biologique en pièces, atome par atome. Scène 7. L'animateur éteint la lumière du tableau noir. Il ne reste qu'une lampe de bureau, créant des ombres allongées sur les murs. Mais attendez, il y a une troisième faille. Et c'est celle-là qui m'empêche vraiment de dormir la nuit, parce qu'elle est d'une élégance cruelle. C'est le piège de la gravité. Isaac Newton nous a donné les calculs, mais il ne savait pas ce qu'elle était vraiment. Einstein est arrivé et nous a expliqué « Ce n'est pas une force qui tire, c'est l'espace qui se courbe. » Mais peu importe l'image que vous en avez, la gravité est l'architecte invisible qui vous a sculpté. Chaque muscle de votre corps, chaque os, chaque valve dans vos veines est conçu pour une seule et unique mission: combattre la Terre, tenir debout malgré elle. Votre cœur est une pompe, un muscle de la taille d'un poing qui doit se contracter avec une force incroyable pour propulser le sang vers le haut, vers votre cerveau, contre cette traction incessante. C'est un haltérophile qui soulève des barres de fer, battement après battement, seconde après seconde, sans jamais prendre de pause. Il lâche une bille de métal au sol. Le bruit sec résonne dans le silence. Maintenant, vous arrivez sur Mars. Mars est petite. Sa gravité n'est que de 38% de celle de la Terre. Soudain, votre cœur se dit « Hé, pourquoi est-ce que je travaille autant? C'est facile ici !» Et vous savez ce que fait la biologie quand elle n'a plus besoin de quelque chose? Elle s'en débarrasse. La biologie est une gestionnaire de stock impitoyable. Elle refuse de gaspiller de l'énergie pour entretenir un gros muscle cardiaque devenu inutile. Alors, votre cœur rétrécit. Il s'atrophie. Il change littéralement de forme. Et vos os? C'est encore pire. Votre squelette n'est pas une charpente d'acier figé. C'est une banque de calcium. Sur Terre, vous faites constamment des dépôts pour rester solide. Sur Mars, votre corps décide de faire un retrait massif. Il dissout votre propre charpente. Le calcium fuit dans votre sang. Vos os deviennent poreux, fragiles comme de la craie. Tant que vous restez sur Mars, vous allez bien. Vous êtes devenu une créature de faible gravité, un martien. Mais le piège se referme si vous tentez de rentrer. Imaginez, vous survivez au voyage de retour, la capsule amérit. Vous voyez le ciel bleu, vous sentez l'air salin. Vous tentez de vous lever pour sortir, et vous vous effondrez. Littéralement, vos os de craie éclatent sous votre propre poids. Votre cœur, devenu trop faible, ne peut plus pousser le sang jusqu'à votre tête contre la gravité retrouvée. Vous n'êtes pas tué par un monstre, vous êtes écrasé par votre propre maison. Vous êtes devenu un étranger sur votre propre planète. Scène 9. L'animateur s'approche du globe terrestre et pose sa main dessus avec une certaine tendresse. Cela nous amène au point le plus profond que je souhaite soulever, la notion de système en physique. Nous parlons souvent de systèmes isolés dans nos équations, mais dans la réalité, rien ne l'est vraiment. Vous n'êtes pas séparé de la Terre. Vous pensez être un individu indépendant qui se promène à sa surface, mais vous êtes un organe de la planète, une extension de son système. Vous êtes fait de matériaux terrestres, accordés à sa gravité, protégés par son bouclier magnétique. Si vous quittez ce système, vous êtes comme un poisson qui saute hors de l'eau. Un poisson peut sauter, il peut sentir l'air et voir le soleil pendant quelques secondes, mais il ne peut pas y vivre. S'il reste dehors, il meurt. Nous croyons que parce que nous avons des fusées et des ordinateurs, nous pouvons tricher. Nous pensons pouvoir construire un aquarium technologique et l'emporter avec nous. Mais l'aquarium fuit de partout. Les radiations entrent,
La gravité manque, la poussière s'infiltre. L'univers cherche toujours à vous remettre à l'équilibre avec votre environnement immédiat. Et sur Mars, cet équilibre, c'est la mort. Ou du moins, c'est devenir une créature qui ne pourra plus jamais revenir. Scène 10. Il se tourne vers la caméra, le regard direct et sincère. L'animateur. Quand je vois ces plans de colonisation qui affirment qu'1 million de personnes vivront sur Mars d'ici 2050, j'ai un rire un peu triste. Ces gens traitent la biologie comme un logiciel qu'on peut mettre à jour avec un simple patch. Mais la biologie, c'est du matériel physique. C'est une machine complexe qui a mis 4 milliards d'années à se calibrer pour un seul et unique réglage, celui de la Terre. Est-ce que cela signifie qu'il faut renoncer à l'exploration? Bien sûr que non. Je suis un explorateur dans l'âme. Envoyons nos yeux et nos oreilles. Envoyons des robots. Les robots sont merveilleux. Ils n'ont pas de cancer. Leurs os ne tombent pas en poussière. Et ils peuvent dormir 1000 ans dans le froid avant de se réveiller pour nous dire bonjour. Mais pour nous, ces sacs de protéines et d'eau que nous appelons des humains, la règle est différente. Nous devons être humbles. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, mais les enfants de la Terre. Et comme tous les enfants, nous pouvons nous éloigner un peu pour jouer dans le jardin, mais nous finissons toujours par avoir besoin de rentrer à la maison. Si nous allons trop loin, si nous traversons cet océan sombre pour rejoindre ce petit point rouge, nous risquons de découvrir que la porte s'est refermée derrière nous. Nous risquons de devenir des aliens sur notre propre monde natal. Alors regardez ce point bleu pâle dans le ciel. C'est là que vous appartenez. Là où l'air est doux, là où la gravité est parfaite et où le champ magnétique vous enveloppe comme une couverture chaude. Ne prenez jamais cela pour acquis. C'est la seule véritable maison que vous aurez jamais. Un léger sourire, il éteint la lampe de bureau. Si cette petite leçon de physique vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner au chemin de Feynman. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une petite perspective cosmique aujourd'hui. D'ici la prochaine fois, restez curieux.